Du coup, j'invite Salomé Guttmüller à venir s'installer. Et j'en profite donc. C'est un moment qui est important pour nous, puisque je dirais que c'est presque un moment qu'on attend depuis 18 ans, puisqu'on se demandait tous qu'est-ce qu'il y avait dans un endroit qui était au cœur de la chrétienté, un des plafonds les plus prestigieux, mais qu'on ne connaissait pas, celui du pape, le plafond de la chambre du pape. Et donc, Salomé a fait un remarquable travail de master sous la direction de Géraldine Victoire, qui a pris la parole ce matin. Et c'est avec plaisir que nous lui cédons la parole. Bonjour à toutes et à tous, et merci de me laisser l'opportunité de vous présenter les recherches que j'ai effectuées donc l'année dernière à l'occasion de mon mémoire de Master 1. J'ai eu la chance de pouvoir traiter un sujet tout à fait remarquable, le plafond peint de la Chambre du Cerf au Palais des Papes d'Avignon au XIVe siècle, qui est un plafond, un décor commandé par le pape Clément VI et réalisé en 1343. Je précise que ce travail n'est que la première partie de mes recherches qui vont se poursuivre au cours de cette année. Et donc, je vous invite à plonger avec moi dans ce sujet. Pour un bref point historiographique, eh bien, la bibliographie sur le Palais des Papes est tout à fait immense. C'est un sujet qui a été traité en monument qui a été traité pour ses nombreux aspects. Toutefois, l'étude du plafond peint de la Chambre du Cerf n'a jamais été exhaustive. Certains chercheurs ont brièvement mentionné ce décor en parallèle de leur étude des fresques de la Chambre du Cerf. Mais nous devons principalement à deux chercheurs en particulier l'approfondissement de l'analyse de ces images. Il s'agit de Christian de Mérindol et d'Étienne Anheim. Christian de Mérindol consacre en fait plusieurs articles à l'aspect seigneurial aristocratique dissimulé derrière les images du décor de cette pièce. Et il inclut dans l'un de ses articles un schéma qui recense les figures représentées sur le plafond. Étienne Anheim, pour sa part, va approfondir l'étude des fresques et il va utiliser quelques éléments du plafond de ces images pour servir son discours qui finalement traduit l'expression du pouvoir temporel du pape à travers les images de la Chambre du Cerf. Finalement, la dernière conservatrice en titre du Palais des Papes, Dominique Vintin, introduit dans une grande partie de ses travaux une introduction finalement au plafond peint qui se trouve au Palais des Papes. Sans revenir en profondeur sur l'historique du Palais des Papes, je vais vous livrer quelques informations clés qui concernent ce sujet particulier. Donc, Clément VI est élu le 7 mai 1342 et il se démarque par un grand projet architectural, celui de l'Opus Novum, qui a pour maître d'œuvre Jean de Louvre et qui finalement poursuit les constructions de ses prédécesseurs Jean XXII et Benoît XII notamment. Les premiers chantiers de ce projet sont mis en place très tôt, notamment à travers la construction de la tour de la garde-robe que vous voyez ici, qui finalement est accolée à la tour du pape sur les contreforts et qui double la superficie des appartements privés du pontife. Alors, de bas en haut, nous pouvons trouver les étuves, la garde-robe inférieure, la garde-robe supérieure, la chambre du Cerf ou le studium du pape, et finalement la chapelle secrète dédiée à Saint-Michel. Eh bien, c'est un chantier extrêmement rapide puisque les premiers matériaux sont acheminés en août 1342 et le gros œuvre est achevé en septembre 1343. Donc la campagne picturale est entamée très tôt après l'achèvement de ce chantier. Et cependant, les sources sur la mise en place de ce décor pictural sont très faibles, si ce n'est inexistantes, dans le cas de la Chambre du Cerf. Il n'y a aucune mention dans les contes en lien avec ce décor, sa mise en place, le matériel, les peintres qui ont pu y participer. En revanche, dans les pièces en dessous de la Chambre du Cerf,
Nous avons la mention, par exemple, de Bernard Escaut et Pierre de Castres qui ont été payés pour le décor de la garde-robe supérieure, et notamment Robin de Roman pour la décoration de la garde-robe inférieure. Nous savons aussi que Matteo Giovannitti était chargé du décor de la chapelle secrète dédiée à Saint-Michel, mais ce décor est aujourd'hui disparu. J'ai oublié. Voilà, donc vous voyez ici une partie du plafond de la garde-robe inférieure qui conserve encore le badigeon qui a été appliqué lors de l'occupation militaire. Et ici, la garde-robe supérieure qui conserve également une grande partie du décor des fresques. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais la seule mention en fait, dans les comptes de la Chambre apostolique qui permet de sous-entendre que le décor de la pièce était achevé, c'est que la chambre est dite peinte, la chambre sous la chapelle, le 25 novembre 1343. Donc voici comment se présente cette charpente à 3 systèmes. Vous avez 2 poutres principales qui sont dans l'axe ouest-est, puis 4 poutres secondaires perpendiculaires, dont 2 de rive à l'ouest et à l'est. Le solivage est assez aéré et il permet de renforcer la structure. La première frise qui surmonte les peintures pariétales est peuplée d'un décor héraldique qui se poursuit également sur les 2 poutres principales. Au-dessus, une autre frise illustre un sol végétalisé sur un fond rouge, peuplé d'animaux et de chasseurs. Cette frise s'inscrit d'une part sur les murs nord et sud, ici, et puis elle se poursuit sur toutes les poutres secondaires, sur les 2 faces. Donc ici, sur l'image, vous voyez seulement les faces ouest, mais elles se poursuivent sur l'ensemble des poutres. Il est intéressant de remarquer que les closoirs sont utilisés comme une extension de la frise qui se déroule sur la joue de la poutre. Donc en fait, il s'agit ici du closoir qui accueille seulement le sommet de l'arbre, et cela dans une résonance tout à fait régulière, systématique même. Et donc les chasseurs sont le plus souvent placés près de l'arbre, soit sur le closoir en partie ou en dessous. Et les animaux sont placés sous la solive, comme vous le voyez ici, presque systématiquement. Et les chasseurs sont un peu plus mobiles, ils peuvent être sous la solive ou au niveau plutôt du closoir. Cela diffère avec l'habitude d'individualiser les images sur chaque closoir au sein de la tradition des plafonds peints de cette époque. Il y a une réelle volonté de continuité entre le closoir et la joue de la poutre. Et cela implique forcément une mise en place du décor in situ. C'est un décor qui a été réfléchi entièrement et d'une manière tout à fait unie. Vous le voyez sur cette photographie, qui n'est pas tout à fait précise, mais en fait, ce sont 2 espaces où les closoirs ont disparu, de part et d'autre, et qui permettent de voir que la peinture de l'entrevue ne se poursuit pas au-delà de la limite que formait le closoir. Également, on voit que le décor qui se trouve sur la face latérale de la solive ne se poursuit pas au-delà de l'incision qui accueillait le closoir. Donc, tous les éléments charpentés du plafond sont décorés. Pour les entrevous et les poutres, plutôt les faces inférieures des poutres et des solives, il s'agit d'un décor plutôt géométrique ou végétal. Vous avez également sur les solives un décor très appliqué. On observe aussi une grande qualité plastique originale pour ce support, puisque le modelé qui est induit par cette plasticité se rapproche davantage des fresques plutôt que de la dimension parfois graphique des plafonds peints de la même époque. Ici, les cernes, les traits noirs dont on a parlé,
sont fondus en fait dans un travail d'ombre et de lumière induit par les couleurs, qui sous-entend une virtuosité vraiment maîtrisée des peintres qui ont participé à ce décor. Nous devons bien sûr mentionner la question des restaurations et de l'authenticité de ce décor, qui a été finalement une grande question lors de la prise en charge de ce sujet. Et cela a été une partie assez fastidieuse, principalement à cause des lacunes documentaires. Nous savons qu'un faux plafond avait été installé en 1701, mais nous ignorons quand il a été démonté. Ce qui est certain, c'est que le plafond de 1343 n'a jamais été recouvert d'un quelconque enduit ou badigeon. Florence Kremer, qui est une restauratrice intervenue en 1999, a pu relever 3 interventions principales sur ce plafond après le départ des militaires en 1907. La première peut être attribuée à Hyperman, donc c'est juste après les sondages qui ont permis de découvrir les fresques de la chambre, ou bien à une restauration des années 1930-1940. Il s'agit d'une restauration qui va appliquer en tout cas du refixage, mais également des retouches par jutage, comme vous le voyez peut-être, là ce sont les hachures, mais plutôt ici, et des hachures plutôt grossières qui n'ont rien à voir avec la technique du tratteggio, qui sont vraiment particulières et qui comblent les lacunes, donc qui tentent en tout cas de le faire. Il y a également eu l'encollage d'une toile de restauration sur la poutre principale nord, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et 2 autres campagnes de restauration ont pu être identifiées, l'une en 1971 sous la direction de François Hainaut et l'autre en 1991. Et il s'agissait surtout de restauration globale, de refixage et de dépoussiérage. Puis en 1999, Florence Kremer consolide d'urgence les peintures. Et c'est au cours de cette restauration que Fabrice Lepelletier a réalisé une campagne photographique tout à fait complète et rapprochée de ces images. Et c'est principalement sur celle-ci que j'ai fondé mon étude, puisque ces photographies sont tout à fait exceptionnelles. Et cette question des restaurations a été cruciale, notamment lors de la découverte de bandes de tissu sous la couche picturale qui se multiplient sur l'ensemble des éléments charpentés du plafond. Ces bandes de tissu, alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici à l'écran, sont souvent placées au milieu de la joue de la poutre, donc ici, sur une fente de séchage qui est apparue de manière plus ou moins parfois large, et puis d'autre part, entre la liaison qui est induite par le closoir et la joue de la poutre. Donc vous voyez bien la bande de tissu qui passe en dessous de la solive et puis qui se poursuit ainsi de closoir en closoir. On trouve également ces bandes de tissu non seulement sur les poutres et sur la frise, mais également sur d'autres éléments décorés du plafond. Ici, c'est sous la face inférieure de la poutre principale. Donc on le voit bien comme ceci. Et puis également sous les faces inférieures des solives. Et même d'un d'entre vous, donc ici c'est vraiment très difficile de l'identifier, mais nous avons 2 bandes comme ceci qui sont encollées sous la peinture. Cette présence abondante de tissu paraissait à première vue incohérente avec les pratiques médiévales, surtout et non seulement au regard des plafonds peints médiévaux de la même époque qui en sont tout à fait exempts. La qualité parfaite d'exécution entre le support bois et le support tissu ne laissait aucun doute quant à la simultanéité de leur réalisation. La continuité de la peinture est absolument parfaite, il n'y a aucune trace de repeint, aucune différence de teinte. Alors, il pouvait autant s'agir de l'œuvre originale, primaire, du milieu du XIVe siècle,
que d'une restauration totale au XXe siècle. Alors permettez-moi de vous exposer les points et les arguments qui, selon moi, font pencher le résultat en faveur du décor original, celui de 1343. Tout d'abord, Florence Kremer confirme l'absence d'une couche picturale antérieure à celle-ci, qui recouvre le bois et le tissu, et une absence d'une intervention au-dessus de cette couche, mis à part ces étranges hachures contemporaines. Par conséquent, il n'y a bien eu qu'une seule grande intervention qui a livré ce décor. Nous pouvons aussi regarder sur le décor, notamment sous les solives, qui accueillent des fleurs métalliques qui sont fixées en fait au-dessus de la couche picturale. Et si l'on considère qu'il s'agit là du décor primitif, ces fleurs constituent un argument tout à fait solide, puisqu'elles sont parfois fixées au-dessus de la bande de tissu. Vous avez également ici un exemple du décor de la solive qui se poursuit sur la bande de tissu qui appartient à la poutre, à l'ajout de la poutre. Florence Kremer identifie également, comme je vous l'ai dit, une bande de tissu de restauration qui se trouve juste ici. Et celle-ci n'est pas recouverte de la couche picturale ancienne, alors que la bande de tissu, qui elle est forcément plus ancienne, est recouverte, ici on le voit encore, de la couche picturale. En réalité, il ne s'agit pas du seul exemple de charpente médiévale qui se caractérise par la présence de tissu. Dans sa thèse, Nathalie Pascarel mentionne un rembourrage de tissu sur le plafond peint de la rue des Clercs à Metz. Et elle parle également de l'observation de Claire Meyer-Seller, de bandes de tissu encollées sur des plafonds peints alsaciens. Malheureusement, je n'ai pas pu me procurer ce document. Et pour finir cette liste non exhaustive, Laurent Girousse a observé dans les fentes des corbeaux à mirepoix un rembourrage également en tissu. Finalement, c'est une pratique, celle de l'encollage de tissu sur bois, qui est assez courante au Moyen-Âge, dont son traité Cennino Cennini est assez précis sur la manière d'utiliser cette technique, qui est souvent effectivement utilisée pour renforcer les supports bois, notamment à l'arrière des retables. Mais alors, s'il s'agit bien du décor primitif réalisé sous Clément VI, quelle est la fonction de ces bandes de tissu ? Pour quelles raisons sont-elles abondamment encollées sous la couche picturale, parfois pas, et pourquoi seulement sur ce plafond ? Car je ne vous l'ai pas encore dit, mais sur les plafonds qui sont inférieurs à la chambre du cerf, il n'y a aucune trace de tissu. Au vu des emplacements logiques de ces bandes de tissu, il semblerait c'est logique puisque au milieu de la poutre, c'est là où la forme de séchage est le plus souvent apparue, et entre la poutre et le closoir, puisque c'est là où un écart peut s'être créé, et il semblerait que... Pardon, j'ai perdu mon fil. Il semblerait que le rôle fondamental de ces bandes soit d'unir et de lisser parfaitement la surface allant accueillir la peinture pour créer finalement un tableau en frise d'une continuité absolue. Cela assure également une certaine longévité au décor, car cela prévient la fissure de ces images qui peut être liée au mouvement du bois. D'ailleurs, si certaines fentes se sont élargies et ont déchiré le tissu, eh bien, il y a des exemples où la bande de tissu a permis de mieux conserver la couche picturale. L'observation de ces éléments techniques qui ont pour objectif d'assurer la continuité des images peintes confirme l'exécution de la campagne picturale sur place, dans un second temps, une fois que la charpente a été montée. Cette pratique implique également la participation d'artistes qualifiés et sans doute habitués à peindre sur les murs ou sur des panneaux.
Le traitement qu'ils effectuent dans la plasticité des images se différencie tout à fait du caractère parfois moins appliqué des plafonds peints de la même époque. Cela confère alors au décor du plafond de la chambre du cerf une importance particulière, mais surtout un très grand prestige. Cette analyse qui tente de mettre en lumière l'authenticité de ce décor à travers les indices de la matérialité peut également trouver un écho dans l'iconographie des animaux, qui est le thème sur lequel je me suis concentrée cette année, l'année dernière plutôt. Tout d'abord, j'ai commencé par tenter d'identifier et de répertorier tous les animaux qui ornent la frise supérieure. Et vous avez ici la légende que j'ai constituée pour associer ces identifications à un emplacement précis. Il a bien sûr fallu numéroter les poutres, les solives et les closoirs pour une précision satisfaisante. J'ai également effectué des relevés pour avoir une vision linéaire de l'ensemble, bien que les modèles sur lesquels je me suis fondée sont déformés parfois par leur perspective ou par, disons, les angles de prise de vue. Finalement, j'ai réalisé une étude détaillée de chaque espèce avant de réunir les informations clés qui sont induites par ce corpus qui constitue tout de même 130 animaux environ, dont 70 oiseaux. L'étude des images a permis de faire résonner les messages propres à un pontificat et à une personnalité, celle de Clément VI. Il s'agit en effet d'un pape cultivé qui a fait ses études dans la faculté des arts de Paris. Son intérêt pour le savoir naturel se dévoile très tôt. Il note par exemple un manuscrit sur les écrits zoologiques d'Aristote, commenté par Albert le Grand. Ainsi, l'un de mes grands questionnements a résidé dans l'impact des encyclopédies ou des bestiaires, tout ce savoir zoologique accumulé depuis l'Antiquité, puis revu selon l'exégèse chrétienne, sur ce programme. Eh bien, je me suis rapidement aperçue que les animaux sont dépouillés de tout attribut ou de n'importe quelle narration qui renvoie finalement à leur légende littéraire. Ces animaux sont représentés pour leur image propre, parfois de manière immobile ou passante, et parfois dans un contexte narratif, le plus souvent celui de la chasse. Il se distingue alors deux catégories d'animaux, les animaux passifs et les animaux actifs. Les animaux dits passifs n'appartiennent finalement à aucun récit particulier. Leur représentation est assez isolée. Vous pouvez observer ici une poule, un félin, un bœuf, une lionne sans doute assise, une tortue et un oiseau. Eh bien, ces animaux, nous pourrions les rapprocher finalement de la ménagerie du pape, qui a pour but de montrer la diversité de la faune dans un but d'apparat, mais également d'expression du pouvoir. Les animaux actifs, quant à eux, intègrent le plus souvent une narration synégétique. Nous observons... Ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, mais je parle d'une représentation assez isolée pour ces animaux dits passifs. Mais par exemple, vous avez la licorne qui se retourne pour regarder son voisin, et cela se répète sur quelques animaux ponctuellement. Pour les animaux passifs, vous avez par exemple ici, actifs, vous avez un cochon sauvage sans doute encerclé par deux chiens qui le chassent. Et puis ici, un chasseur qui tient par le cou un autre chien blanc et un plus petit qui accourt de l'autre côté. Voilà, vous avez également un exemple d'un oiseleur qui tend un filet et puis d'un chien qui poursuit un lapin ou un lièvre. Étienne Anheim avait déjà relevé l'importance du thème de la chasse sur le cycle peint de la chambre du cerf. Et il le conçoit comme la revendication du pouvoir temporel
à travers la traduction plastique des savoirs et des débats diffusés dans les traités de chasse. Nous avons un exemple, ici, celui de la charte de la Garenne libre, qui en fait accorde des droits de chasse à un seigneur. Et la partie inférieure est presque similaire à la disposition de la frise du plafond, donc des animaux liés à la chasse et la forêt scandés d'arbres. Et ainsi, nous pourrions nous demander si cette représentation ne serait pas celle du territoire du seigneur. Ainsi, le pape, à travers la frise du plafond peint, pourrait montrer ses possessions, qui, elles, ne se limitent pas à une garenne, mais peut-être à l'ensemble des territoires du monde chrétien, voire de la création. Pour le pape, c'est aussi un moyen d'exprimer son savoir zoologique et ses réflexions sur la nature dans cette salle où son esprit, bien sûr, est stimulé, puisque c'est là qu'il réfléchit à ses devoirs. Les oiseaux ont également fait l'objet d'une étude plus spécifique. Et finalement, l'effet primordial de leur représentation ici est celle de la variété, comme l'a souligné Pierre-Olivier Dittmar. Mais nous retrouvons également, à travers, bien sûr, ce rôle ornemental, une dimension plus savante et spirituelle. Les oiseaux stimulent les sens, bien sûr, par leur chant, qui fait écho à la musique, la rhétorique ou la poésie. Et ce chant, associé aux ailes, finalement, tend à... ces éléments tendent à élever l'âme vers une nature plus spirituelle. Et saint Augustin, par exemple, prête à l'oiseau le rôle d'intercesseur avec le divin. Ces oiseaux participent donc à l'image du savoir et de l'éloge des arts, mais aussi de l'élévation de l'âme. J'aimerais terminer cette présentation par un point qui a particulièrement stimulé nos échanges lors de ma soutenance. Il s'agit de la question finalement de la marginalité des images de ce plafond particulièrement. Nous sommes face à un exemple important car il est l'un des rares à conserver un décor entier issu du même programme, c'est ce dont nous parlions ce matin. Alors la marginalité caractérise quelque chose qui se trouve en bordure d'un élément principal. Alors dans cette logique spatiale, eh bien, les images du plafond peint de la chambre du cerf répondent à cette définition puisqu'elles se trouvent en bordure des fresques qui sont l'élément principal. Toutefois, dans le sens des images marginales en référence aux représentations qui ornent les marges des manuscrits, qui là correspondent davantage à des motifs qui divergent, qui s'éloignent du discours principal, eh bien, les images du plafond de la chambre du cerf s'en détachent et au contraire, elles répondent plutôt au programme du cycle peint sur les murs. Cet espace que constitue la charpente, plus réduit, moins évident, accueille un discours pourtant qui résonne autant, voire qui permet d'ancrer, de détailler le discours des murs. Pourrait-on alors y voir un prolongement du discours ou bien un commentaire, un approfondissement sont autant de questions à élucider. En tout cas, les deux supports sont utilisés sans primauté hiérarchique, puisque le bandeau sommital se déroule d'une part sur les murs et d'autre part sur la charpente. Et on constate même plutôt une certaine équité, car ces deux supports sont tous deux destinés à une fonction, celle d'accueillir un programme prestigieux. Ce décor reste un cas tout à fait particulier puisqu'il s'agit d'un lieu unique, l'espace dans lequel le chef du monde chrétien pense, apprend, réfléchit. C'est un lieu qui traduit la primordialité du pouvoir et du savoir à travers un traitement plastique éclatant et surtout une mise en décor tout à fait innovante. Pour finir, mes perspectives de recherche pour cette année vont se concentrer sur l'étude du thème de la chasse, des décors ornementaux, ainsi que des mains qui ont participé à ce chantier pour tenter d'établir une répartition, et finalement une synthèse qui réunira tous ces éléments. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Salomé, pour ce travail remarquable. On a peut-être le temps de prendre juste une question pendant que Hugo, notre envoyé spécial de l'autre côté des Pyrénées, Hugo Châteauvert, s'installe. Entre ces deux exposés, entre Puy-Sérier et la Chambre du Cerf, on a, je crois, toute l'étendue des travaux de la RCPPM, entre un plafond en train d'être détruit, mais qui du coup offre plein d'informations justement parce qu'il est démontable et auquel on a contribué à sauver. Et puis voilà, ces images si prestigieuses et si belles avec ces découvertes incroyables. Eh bien, je crois que là, on a en ce début d'après-midi à la fois des très belles découvertes sur aussi la chaîne opératoire des plafonds peints. Et voilà, si on a peut-être le temps de prendre une question, le temps de... Voilà, Frédéric, pardon. Ce qui était très intéressant, c'était l'encollage de ces fameux tissus. Mais à Béziers, donc, on a un plafond peint dont beaucoup de gens ici ont entendu parler, c'est la Noterie, où on a en fait un encollage plutôt de papier avec des écus qui sont collés sur les écus d'origine qui avaient été peut-être tracés, je ne sais pas. Enfin, Monique en parlera peut-être mieux que moi, je ne sais pas. Mais donc on est à peu près contemporain, quoi. On est milieu 14e. Merci, je vais regarder ça. Question ou je sais pas. Bref. Oui, la structure du closoir, telle qu'on l'a vu là, n'est pas du tout la structure de closoir qui est ici, celle que l'on voit inclinée. Là, on est parfaitement droit. Alors non, c'est quand même incliné, mais la prise de vue des photos et de face ne permet pas de le montrer. Et puis en plus, la continuité fausse notre vision de l'inclination du closoir. Mais ils sont bien inclinés. Derrière. Vraiment toute dernière question de Maud Perret-Simon, et après on est impatient d'entendre Hugo. Bravo, c'était vraiment très intéressant, bien présenté, et un bel état de la recherche. Je me demandais, donc c'est des scènes de chasse, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a pas de mise à mort, que ce soit d'un animal par un autre ou d'un animal par un humain. Non, il n'y a jamais de contact entre les animaux ni les chasseurs, à part quand ils tiennent leurs chiens. Mais non. Ni de poursuite. Il y a des poursuites, mais ça n'aboutit jamais à une prise il y a pas entre les animaux, non. D'accord, merci. On n'a pas fini à... Oui, vraiment, alors, même pas une question, une remarque peut-être, mais vraiment, on a tous 1000 questions sur un plafond qui est évidemment incroyable. Mais... Jacques Chabert de l'association du château de Puy-Sérier. Je n'ai pas de questions à poser. Mais moi, je veux vous dire merci à tous. En tant qu'utilisateur, parce que je suis président de l'association qui valorise le château, grâce à la RCCPM, à tous les travaux, à la région, au département, etc., nous avons une salle d'exposition qui est mise à la disposition du public. Et nous sommes ouverts 6 mois par an. Alors, bravo pour vos travaux, mais sachez qu'il ne reste pas lettre morte, il ne reste pas sur vos feuilles papier, dans vos cahiers. Nous essayons de le porter de la manière la plus valable à l'oreille des publics. Et croyez-moi, il y a 2 ans que l'on exploite cette salle d'exposition et les publics sont très contents. Voilà, je vous donne l'appréciation et un grand merci à tous, Monique en tête, et vous tous que je connais plus ou moins, merci encore. C'est super ce que vous faites. Merci beaucoup, Jacques.